L'imagerie de la choroïde repose un petit peu sur un paradoxe, puisqu'on sait que la quantité de tissu choroïdien est bien plus importante que la quantité de tissu rétinien. 85% du débit sanguin oculaire, par exemple, est dirigé vers la choroïde. Et pourtant, les ophtalmologistes s'intéressent surtout aux aspects fonctionnels, et donc les maladies de la choroïde ne nous intéressent que lorsqu'elles retentissent sur le tissu rétinien. C'est probablement une erreur, puisqu'il semblerait que le rôle de la choroïde soit beaucoup plus étendu qu'on l'imaginait jusqu'ici, avec un rôle trophique, un rôle sur l'hémétropisation de l'œil, un rôle sur l'accommodation, et surtout un rôle sur le contrôle de l'inflammation oculaire en général. Donc tout ça fait l'intérêt d'une petite présentation sur l'imagerie de la choroïde. Il y a 20 ans, si on m'avait demandé de faire cette présentation, j'aurais été très fier de vous parler du verre nadocyanine avec un spectre d'émission en infrarouge qui permet de s'affranchir de la barrière optique de l'épithélium pigmentaire. Eh bien, c'est une leçon d'humilité puisque 20 ans après, l'imagerie de la choroïde que vous faites tous au quotidien repose sur l'OCT. Comme pour l'imagerie de la rétine d'ailleurs, l'intérêt de l'OCT repose surtout sur la possibilité de répéter les acquisitions, analyser différents plans, et bien sûr faire des reconstructions avec l'imagerie des vaisseaux en OCT angiographie. On note au passage que la longueur d'onde des diodes en OCT spectral, de l'ordre de 830 nanomètres, correspond au spectre d'émission du verre nadocyanine. Donc il n'y a pas de structure qu'on pourrait voir en angiographie au verre nadocyanine qui n'apparaîtrait pas en OCT spectral. En OCT Swep Source, on est entre 1000 et 1066 nanomètres suivant les sources. Le rayonnement permet de voir encore mieux les structures de la choroïde. Mais il n'y a pas que ça. La conception des appareils Swep Source fait que toutes les structures sont nettes, du vitré à la choroïde. On s'affranchit donc du mode EDI qui était si utile avec certains appareils en OCT spectral domaine. Je vous propose d'opposer un peu les vascularisations rétiniennes et choroïdiennes pour leurs caractéristiques. Alors les vaisseaux choroïdiens ont un flux rapide, vascularisent surtout la rétine externe. Le contrôle se fait par le système autonome, sympathique et parasympathique, et vous savez tous que ces mécanismes sont altérés dans la CRSC. Ensuite, l'endothélium des vaisseaux choroïdiens a des jonctions qui sont fenêtrées, et ces jonctions fenêtrées sont sous la dépendance de la sécrétion de VEGF par l'épithélium pigmentaire. Ensuite, il n'y a pas de barrière hémato-rétinienne, vous savez bien que tout ça s'oppose donc aux caractéristiques des vaisseaux rétiniens. On pourrait rappeler quelques éléments de circulation artérielle, surtout pour insister sur l'origine des artères ciliaires postérieures, qui donnent naissance aux artères ciliaires longues et courtes. Et vous savez que la vascularisation, les territoires de vascularisation de ces artérioles sont en triangle, dont la tête est au niveau du pôle postérieur. Alors, il n'y a pas d'anastomose entre ces différentes artérioles, ce qui fait qu'à la limite de ces territoires, il y a ce qu'on appelle des zones de partage des eaux, des zones de watershed, qui sont des territoires plus sensibles à l'ischémie. Certains auteurs se sont intéressés à la vascularisation de la choriocapillaire sous forme de lobules avec une artériole centrale et des canaux veineux périphériques comme ici. Qu'est-ce que la choroïde? La choroïde, on pourrait dire que c'est constitué de vaisseaux sanguins entourés de mélanocytes, de terminaisons nerveuses, de tissus conjonctifs et de liquide extracellulaire. L'épaisseur de la choroïde a une certaine importance, elle est plus importante au centre, 220 à 300 microns au centre et un petit peu moins en périphérie. Et cette épaisseur de la choroïde va pouvoir varier en fonction aussi de sa perméabilité. L'épaisseur des couches choroïdienne diminue avec l'âge, on perd 12 à 16% à chaque décennie. Elle diminue aussi avec le degré de la myopie, environ 8 à 9 microns par dioptrie. Il y a aussi des variations diurnes de l'épaisseur de la choroïde qui ne sont pas négligeables. Enfin, on notera qu'une choroïde sous-fovéale plus épaisse est fortement associée à une meilleure acuité visuelle. Dans la DMLA, vous savez tous il y a eu des caractéristiques qui ont été montrées suivant le type de drusone ou le type de néovaisseau, une choroïde fine pour les néovaisseaux de type 3, les pseudozones réticulés, ces formes évoluent plus facilement vers l'atrophie, et au contraire, une choroïde plutôt épaisse dans les vasculopathies polypoïdales, ou certaines vasculopathies polypoïdales.
Une question qui revient souvent sur l'imagerie de la choroïde, c'est est-ce qu'on voit vraiment mieux en SWEP source OCT par rapport à l'OCT spectrale? Eh bien oui, quand même. Ici un névus choroïdien imagé en spectral OCT et le même patient revu en SWEP source, on voit bien mieux les détails vasculaires au sein du névus. On peut même voir un peu plus loin ici une artère ciliaire. Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière la choroïde? Derrière la choroïde, c'est l'espace suprachoroïdien qui fait partie de la couche suprachoroïdienne qui est à la limite entre la sclère et la choroïde. Voilà, je vous remercie pour